Et si on pouvait tous ensemble, littéralement, dessiner la carte de notre futur? Une carte où chaque voix compte, où chaque communauté a son mot à dire. C'est une idée qui peut paraître immense, mais aujourd'hui, on va voir comment la technologie, une fois libérée de ses chaînes, peut nous donner exactement ce pouvoir. Cette image, c'est un peu la promesse, la vision idéale. Des gens qui se rassemblent avec la technologie à portée de main pour décider de leur propre avenir. Abraham Lincoln l'avait bien compris. Tout part de là. D'abord, savoir où on est, pour ensuite décider où on veut aller. C'est le rêve. Sauf que, pendant des décennies, la réalité a été bien différente. Parce que oui, pendant très longtemps, les outils les plus puissants pour comprendre et façonner notre monde sont restés inaccessibles pour la grande majorité d'entre nous. Alors, passons de la vision à la réalité et essayons de comprendre pourquoi. L'outil au cœur de tout ça, c'est le SIG. Pour faire simple, c'est un peu comme un Google Maps, mais sous stéroïdes. C'est une technologie absolument essentielle qui permet de superposer toutes sortes de données sur des cartes pour tout analyser, que ce soit la déforestation, la montée des eaux ou les plans d'urbanisme. Indispensable, donc. Le problème, c'est que son accès était, disons, très bien gardé. Et le problème de fond, il venait des logiciels propriétaires, qui coûtaient une fortune. Ça a créé ce qu'on appelle un cycle de dépendance. En gros, les communautés locales, au lieu d'être autonomes, devaient faire appel à des experts extérieurs très chers pour la moindre analyse. Ça tuait dans l'œuf toute initiative locale, tout simplement. Finalement, ça a donné naissance à une sorte de clergé technique, une petite élite d'experts qui détenaient les clés de cette technologie, un peu comme des grands prêtres du savoir géographique. Le résultat, une vraie fracture numérique qui n'a fait que creuser les inégalités, en laissant sur le bord de la route précisément ceux qui avaient le plus besoin de ces outils pour se faire entendre. Et regardez bien ce graphique, parce qu'il nous montre le vrai cœur du problème. On pourrait penser que c'est une question d'argent ou d'accès au matériel, mais non. Regardez la barre la plus haute, de très très loin, le premier obstacle, c'est le manque de formation. Le vrai cadenas, ce n'était pas l'outil en lui-même, c'était le savoir pour s'en servir. Alors, comment on fait pour briser ce cercle vicieux? Eh bien, il ne suffit pas de changer d'outil. Non, il faut changer complètement de mentalité. Et c'est là qu'une approche assez révolutionnaire entre en jeu. Cette philosophie s'appelle Thinking Out Loudest, et ça change tout. L'idée, ce n'est plus d'apprendre par cœur des manuels compliqués, mais plutôt d'apprendre à être curieux, à chercher, à bidouiller, à résoudre des problèmes en groupe, en direct. C'est une méthode qui se vit, qui s'expérimente, au lieu de se lire. Et ça nous amène à une idée fondamentale. Le fait de choisir des outils gratuits, open source, ce n'est pas juste un détail technique. Comme le disait Marshall McLuhan, le médium, c'est le message. Et ici, le message est on n'est peu plus clair. C'est un acte politique. C'est un acte de décolonisation du savoir, de démocratisation. Ça résonne directement avec les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité. Bon, maintenant, passons aux choses concrètes. Quels sont ces fameux outils qui rendent cette nouvelle philosophie possible? Et vous allez voir, leur accessibilité est assez surprenante. Tout commence avec quelque chose que beaucoup de gens connaissent déjà, le simple tableur, le fichier CSV. On pourrait l'appeler le widget universel des données. Pourquoi? Parce qu'il est lisible partout, par n'importe quel logiciel. D'un seul coup, ce n'est plus un simple outil de bureau, ça devient une véritable technologie de libération. Et attention, il ne faut pas croire que gratuit veut dire au rabais, loin de là. Ce qu'on voit ici, ce sont des plateformes comme Google Earth Engine ou Cesium. Ce sont des outils de niveau professionnel, utilisés par les scientifiques du monde entier. Et tout ça fait partie d'un écosystème open source d'une puissance incroyable. Et c'est là que ça devient vraiment génial. L'approche ne s'arrête pas aux outils scientifiques purs et durs, non. Elle va chercher les gens là où ils sont, y compris sur des plateformes comme Roblox. Oui, la plateforme de jeu que des millions de jeunes utilisent. L'idée, c'est de rendre la création de mondes numériques aussi simple, intuitive et amusante que possible. D'accord, alors, comment tout ça s'imbrique? Concrètement, comment est-ce qu'on passe d'un simple tableau de données brutes à un monde numérique interactif qu'on peut explorer? En fait, le processus est assez simple et se décompose en 4 grandes étapes. D'abord, on analyse les données géographiques dans un logiciel SIG open source comme QGIS. Ensuite, on exporte tout ça dans notre fameux format universel, le CSV. Après, on passe dans un outil de modélisation 3D comme Blender pour transformer ces données en paysages. Et enfin, on importe ce monde bien réel dans un environnement comme Roblox pour le rendre vivant et interactif. Et voilà à quoi ça ressemble, ce moment un peu magique. C'est la fenêtre qui montre la carte du monde réel, issue de données scientifiques, en train d'être importée directement dans l'éditeur de Roblox. C'est littéralement la science qui rencontre le jeu. Évidemment, tout ne marche pas parfaitement du premier coup.
Il arrive qu'on se retrouve avec un personnage géant dans un monde totalement minuscule. Et c'est exactement ça l'esprit Thinking Out Loudest. On tombe sur un problème, on tâtonne, on ajuste. L'erreur n'est plus un échec, c'est juste une étape de l'apprentissage. Et les solutions sont souvent d'une simplicité géniale. Par exemple ici, pour régler ce problème d'échelle, il suffit d'importer un modèle 3D de voiture dont on connaît les dimensions réelles et de s'en servir comme référence pour tout redimensionner. C'est pratique, c'est malin et ça rend tout le processus beaucoup moins intimidant. Alors, on pourrait se demander, pourquoi se donner tout ce mal pour importer des cartes dans un jeu ? La réponse, c'est que l'enjeu va bien au-delà de la technique ou du jeu. Il s'agit en fait de redistribuer le pouvoir. Le but ultime, il est parfaitement résumé ici par la professeure Tolula Oni. Il s'agit de créer une infrastructure où les citoyens ne sont plus de simples spectateurs, mais deviennent de véritables acteurs de l'aménagement de leur propre environnement. C'est un changement radical de perspective. On passe d'une vue à 10 000 mètres, celle des experts qui planifiaient de loin, à quelque chose qui ressemble à une cour de manoir des temps modernes. Une sorte d'assemblée virtuelle où tous les membres d'une communauté peuvent se retrouver, visualiser ensemble les enjeux et prendre part aux décisions qui concernent leur bien commun. Finalement, cette révolution des outils et des méthodes nous ramène à une question essentielle. Maintenant que la technologie est devenue accessible à tout le monde, la seule véritable limite, c'est notre imagination collective. Alors, la question se pose à chacun de nous, pour dessiner la carte de notre avenir commun, par où est-ce qu'on commencerait ?